Bonjour à tous, bienvenue, nous sommes le vendredi 16 mai, voici les titres. Un lycée verra-t-il le jour à Saint-Gilles-Croix-de-Vie? En attendant, les jeunes sont obligés de parcourir plusieurs dizaines de kilomètres pour pouvoir poursuivre leur scolarité. Les journées deviennent alors très longues pour ces adolescents. Reportage dans ce journal. Journée de la jupe ce vendredi dans les lycées. Au-delà de l'invitation à porter une jupe, cette action était surtout l'occasion pour les jeunes de débattre sur les discriminations sexuelles. Mais cette année, l'événement a été contesté par les militants de la Manif pour tous. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'Union européenne se trouve partout dans notre quotidien, au travers des projets mis en place, au travers des aides. Et l'Europe n'est pas seulement consacrée aux échanges entre jeunes étudiants, vous le verrez. Enfin, les petits jouent aux apprentis boulangers à l'occasion de la fête du pain. Les scolaires de Luçon découvrent, tout en s'amusant, cet aliment qu'ils aiment tant grignoter. On ouvre donc ce journal avec cette problématique à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Les jeunes n'ont pas de lycée dès l'âge de 15 ans. Ces adolescents doivent donc se rendre dans les communes voisines pour poursuivre leur scolarité. Ce qui n'est pas sans conséquences et sans effort, vous allez le voir, quand métro boulot dodo se vit dès l'adolescence. C'est un reportage d'Anthony Jamin. On y va ? Thomas et Théo sont des lève-tôt. Chaque jour, le réveil sonne à 5h30 pour l'un, 6h pour l'autre pour être à l'heure en cours au lycée Savarine-Moléon à Olonne-sur-Mer. On rentre assez tard le soir. Ça fait des longues journées, quoi. Depuis 7h jusqu'à 18h, quoi. Je suis pas chez moi. Ouais, c'est surtout le trajet en bus, c'est quand même assez long, c'est à peu près 1 heure chaque matin, chaque soir. Donc ça laisse peu de temps pour travailler, pour les loisirs. Quand je rentre le soir, c'est assez tard, quoi. Comme eux, 1 millier d'élèves supportent chaque jour cette délocalisation scolaire et ces 2 heures de trajet en bus. La raison, c'est cette absence de lycée dans le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Seule solution alors, les établissements de Chaland, des Sables d'Olonne ou encore de La Roche-sur-Yon. Il y a une section sportive là-bas de surf et je voulais l'intégrer. Donc j'ai été pris et du coup, je préfère aller là-bas qu'à Truffaut. Problème, l'absence de lycée génère un surcoût pour les parents. Transport, restaurant scolaire, internat. Mais cette absence est aussi synonyme de handicap pour la réussite scolaire. Il utilise toutes ses heures de permanence au lycée pour travailler parce que à la maison, quand il rentre, il est fatigué, il a très faim et il n'a pas envie de travailler, quoi. Thomas est l'aîné de la famille. Après lui, c'est sa sœur et son petit frère qui supporteront les mêmes contraintes. Juliette, elle ira l'année prochaine, donc elle sera dans les mêmes conditions. Bon, pour Antoine, ça dépendra du projet, si c'est réalisé ou pas, quoi. Il va falloir se battre parce qu'on nous parle d'horizon 2025-2030. Donc demain, il faudra que les élus mettent leurs écharpes et aillent défendre à la région ce projet de lycée. Vous pouvez compter sur moi pour le faire, en tout cas. Soutenue par les 14 maires du canton, l'association de parents Vite un lycée sur le pays de Saint-Gilles souhaite désormais la création d'un lycée polyvalent Gilles-Aucrucien. Rappelons qu'en Pays de la Loire, 99% des lycéens résident à moins de 30 minutes de leur lycée. On en est encore bien loin pour les jeunes du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et quoi qu'il en soit, pour tous, il reste encore 1 mois et demi de cours et tous reprendront le chemin de l'école le 2 septembre prochain. La date a été annoncée ce vendredi matin par le ministre Benoît Hamon. Le ministre répond ainsi à la demande des enseignants de ne pas rentrer en août. Rappelons que le calendrier prévoyait une pré-rentrée le vendredi 29 août. Les professionnels retrouveront donc leur classe le lundi 1er septembre et les élèves les rejoindront le lendemain, le mardi 2 septembre donc. L'actualité, c'est aussi cette nouvelle annoncée par le Premier ministre. 1 800 000 ménages vont sortir de l'impôt sur le revenu. Manuel Valls amplifie donc son geste promis dimanche dernier où il annonçait déjà la sortie de plus de 650 ménages. Les nouvelles mesures fiscales vont également permettre de baisser les impôts de 3 millions de Français. Ces mesures prendront effet pour les revenus 2014 que vous déclarez l'année prochaine. Avant ça, notez que vous avez jusqu'à mardi pour envoyer votre déclaration 2013 et jusqu'au 27 mai sur Internet. Un mot sur cet accident mortel ce jeudi vers 22h30 sur la route entre Chavagne et Montsirègne. Une collision a eu lieu entre un scooter et un utilitaire. Un jeune homme de 29 ans est décédé. Le conducteur de 61 ans est quant à lui légèrement blessé. Ce vendredi aura été marqué par l'action baptisée « Ce que soulève la jupe » et surtout marqué par la polémique de cette opération. Mais à l'origine, l'objectif était surtout de débattre sur les discriminations sexuelles. Exemple au lycée Édouard Branly à La Roche-sur-Yon avec Alix Lanos.
À l'entrée de ce lycée, Julie, membre du conseil de vie lycéenne, distribue des badges aux élèves. Beaucoup de jeunes filles sont venues en jupe, quelques garçons aussi. Mais au-delà de la tenue vestimentaire, ce qui compte pour les lycéens organisateurs, c'est l'échange. Non, voilà, c'est pas carnaval, c'est pas une journée pour se déguiser, pour s'amuser. C'est vraiment une journée pour marquer le coup, pour lutter contre les discriminations et aussi pour le sexisme et pour vraiment l'égalité homme-femme. C'est donc un espace de discussion que les élèves ont voulu créer aujourd'hui. Un mur d'expression libre est mis à disposition, un débat est programmé. Des citations dans une boîte suscitent des remarques et des échanges. Peu de garçons finalement portent la jupe, mais beaucoup arborent fièrement le badge distribué par Julie. Dorian et Donovan sont allés un peu plus loin et l'assument totalement. Non, c'est pas pour rigoler. Pour rigoler, je l'aurais pas fait, j'aurais fait un autre jour, mais là, c'est la journée où il faut le faire, c'est contre le sexisme. Par rapport au respect pour les femmes, pour que tout le monde soit égaux en droit. Et voilà, je trouve que c'est une bonne cause d'avoir fait ça et j'ai aucune honte à avoir en fait, j'assume totalement. Nombre de professeurs soutiennent leurs élèves. Pour le corps enseignant, cette journée, c'est le symbole d'un travail qu'ils réalisent au quotidien. On essaye tous les jours de les sensibiliser à ça, que ce soit dans le langage, les uns envers les autres ou la tenue vestimentaire, etc. En 2013, le lycée avait déjà participé à l'opération Ce que soulève la jupe, une initiative que l'ensemble de l'établissement soutient à 100%. Mais cette année, donc, l'événement a créé la polémique. Les militants de la Manif pour tous ont en effet protesté contre l'organisation de cette journée. On écoute la déléguée départementale du Parti chrétien-démocrate créé par Christine Boutin. Mais moi, je trouve ça formidable de parler de lutter contre les discriminations. Mais pourquoi être proposé cette idée que je trouve ridicule vraiment et qui peut mettre mal à l'aise? C'est-à-dire qu'imaginez un garçon qui se dit si moi je ne porte pas une jupe, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Et c'est toute cette idée, on voit bien que ça touche toutes les sphères de notre société, le cinéma, les livres à la bibliothèque. Et puis voilà, après ce genre de journée, et puis c'est tout ce sujet autour du sexisme. Moi j'ai envie de dire aujourd'hui, qu'a-t-on dit aux garçons qui n'ont pas porté de jupe? Est-ce qu'on les a traités de sexistes parce qu'ils n'ont pas voulu jouer le jeu, par exemple? Et puis, à côté de ça, est-ce qu'il n'y a pas des sujets beaucoup plus graves et beaucoup plus sérieux à traiter en priorité? Un mot à présent sur la réforme territoriale. Ce jeudi, Philippe de Villiers a été reçu par le président de la République dans le cadre de ses entretiens avec les responsables des partis politiques. Philippe de Villiers estime qu'il ne faut pas transférer les pouvoirs des départements vers les régions. Le président du Mouvement pour la France estime en outre que des grandes régions éloigneraient les élus de leurs citoyens. On a besoin de stabilité affective et de stabilité juridique et de stabilité politique. Et les hommes politiques qui se débarrassent du pouvoir et qui jettent en pâture tous les élus de la nation, c'est très dangereux. Voilà ce que je lui ai dit. Et je ne dis pas que je l'ai convaincu, mais en tout cas, il m'a écouté. Au chapitre Europe, saviez-vous qu'elle nous coûte à chacun un timbre par jour, soit 235 € par an? Cet argent participe évidemment au financement de l'Union européenne et notamment à ses projets. Des projets qui, vous allez le voir, nous concernent au quotidien. C'est le dossier de la semaine proposé par Caroline Tronche. L'Europe en Vendée, on l'utilise tous les jours. Quand on arpente le centre-ville de La Roche-sur-Yon en rénovation, quand on monte dans le train des plages qui relie chaque été Saumur au Sables d'Olonne, quand les enfants de Venanceau se retrouvent au centre de loisirs de la commune construit en 2010. La porte de l'Union européenne dans le département, elle est à La Roche-sur-Yon. Le point Europe Direct, service intégré à la ville, fait partie de la 50aine de relais de la Commission européenne en France. Une sorte de guichet unique pour comprendre l'UE ou découvrir qu'elle peut accompagner certains projets, comme elle le fait notamment déjà à La Roche-sur-Yon. Tout financement confondu, on peut estimer quasiment une demi-douzaine de projets par an, donc quasiment un tous les 2 mois, qui est cofinancé par l'Union européenne. Donc c'est pas anodin. C'est-à-dire qu'il y a effectivement de l'argent européen qui contribue à des projets d'infrastructure, pour des emplois, pour de l'insertion, pour des projets de coopération, pour des projets de volontariat, etc., etc.
Car l'Union européenne, ce n'est pas que le programme d'échange universitaire Erasmus. C'est aussi un soutien, par exemple, aux entreprises. La plateforme régionale Proxinov, spécialisée dans la robotique, a bénéficié de fonds européens. Les technologies et les nouvelles techniques d'entreprise peuvent se partager aussi bien que la connaissance et le savoir-faire. Donc, bien évidemment, depuis le départ, et je pense que c'est aussi de responsabilité des parents que de dire à leurs enfants, bah oui, j'habite à La Roche-sur-Yon, c'est dans la Vendée, c'est en France, c'est aussi dans l'Europe. Une Europe qui aide, mais une Europe qui encadre aussi. L'UE serait à l'origine de la moitié des lois qui nous régissent et même jusqu'aux 3/4 de celles qui concernent l'environnement. Et sachant que l'Union européenne donne un cadre, chaque pays membre interprète et adapte ensuite ses directives à son territoire. Mais nous reviendrons sur ce sujet la semaine prochaine. Et on poursuit avec nos 25 listes qui font campagne pour les élections européennes. Et ce soir, on commence avec la liste du PS. Elle est menée par Isabelle Thomas. Et hier, c'était le numéro 4 de la liste qui était présent en Vendée, Christophe Rouillon. Il insiste sur la nécessité de changer de majorité au niveau européen pour changer d'Europe, mais avec un objectif plus social. L'Europe est une réalité parce qu'un certain nombre de politiques ne peuvent pas être menées au niveau d'un pays de 60 millions d'habitants. Donc il faut à la fois un député européen présent à Bruxelles, qui travaille pied à pied, qui défend les intérêts de son pays, mais il faut aussi que les futurs députés européens reviennent sur le terrain. Donc il faut être à la fois à Bruxelles pour travailler au Parlement européen et également sur le terrain pour écouter le point de vue de nos concitoyens et faire remonter vers l'Union européenne les préoccupations et les attentes importantes de nos concitoyens. Et puis, autre liste qui se présente devant les électeurs le 25 mai, celle qui défend l'espéranto comme langue commune pour l'Union européenne. L'espéranto a pour but de faciliter la communication entre personnes de langues différentes. Elle permettrait ainsi, selon ses promoteurs, de donner naissance à une société civile européenne. On écoute Lise Bordage, la tête de liste. La critique que l'on peut apporter à l'Europe actuelle, c'est justement sa distance qu'elle met par rapport aux citoyens, un manque de clarté par rapport aux décisions qu'elle prend et la difficile communication entre les différents pays de l'Union européenne. Un Français sur deux ne connaît pas la couleur politique de l'hémicycle européen, donc il y a encore beaucoup de travail à faire pour éviter de revenir dans nos vieux travers d'abstention. Depuis le début de la saison, le Puy du Fou invite les visiteurs dans un nouvel univers, celui de François Ier et donc de la Renaissance. Ce jeudi soir, plusieurs centaines de personnes ont assisté à l'inauguration des 2 nouveautés. Il y a d'abord le château, celui que certains d'entre vous ont déjà pu voir lors de la cinécénie. Et désormais, le château vit même le jour et le public peut y découvrir des effets spéciaux et même des souterrains. L'autre nouveauté, c'est l'hôtel, le camp du Drap d'Or, l'occasion pour les visiteurs de dormir royalement, mais pour étonner toujours plus le public, le parc est en constante recherche de nouveautés. On travaille sans cesse sur des créations originales. L'avantage ici du Puy du Fou, c'est d'abord et d'une que tous les spectacles sont originaux, vous les trouvez nulle part ailleurs. Ils sont vraiment conçus pour le Puy du Fou, pour le Grand Parc ou pour la Cinécénie. Donc on a toujours 3-4 ans d'avance dans nos cartons de projets. Donc on est très heureux de créer, de développer l'ensemble de nos spectacles, mais également des restaurants, mais également de la cité nocturne. Il faut tout créer. Tout est original et tout doit être créé quelques années en amont avant les réalisations. Comme chaque vendredi, on ouvre à présent notre chapitre sport et on retrouve Delphine Ledu. Bonjour. Bonjour à tous. Et puis on démarre avec du foot, comme souvent, et le Poiré qui joue son dernier match à domicile. Oui, il ne reste que 2 matchs en national. Le Poiré, qui est actuellement 12e, reçoit ce soir le Paris FC, 8e. Le maintien serait assuré si les Genoux gagnaient. Du côté des Luçonnais, qui eux aussi se continuent leur quête vers le maintien, ils se déplacent à Bourg-Péronat. Et en CFA, les Herbiers reçoivent samedi les Girondins de Bordeaux. C'est à 18h au stade Massabielle. Très bien, alors et puis c'est aussi la fin de saison en hand avec les équipes vendéennes. Oui, en National 2, Pouzauges affronte Pessac et le Pays des Olonnes va recevoir les Girondins de Bordeaux.
Très bien, et on continue avec du tennis handisport. Oui, depuis jeudi se déroule un tournoi international de tennis handisport à la Roche-sur-Yon. Jusqu'à dimanche, plusieurs matchs se déroulent au Terre Noire. Et à noter la présence du numéro 10 mondial, Nicolas Peffer. Et autre rendez-vous de tennis, mais celui-ci c'est du tennis adapté. Ça se passe au club de Rié-Océan et qui organise le championnat régional de tennis adapté. Très bien, et puis il y a du triathlon aussi ce week-end. Oui, pendant 2 jours, les Sables d'Olonne accueillent une épreuve de triathlon. Donc c'est une épreuve qui est au calendrier national du Grand Prix national D2. C'est la première étape du championnat de France. L'épreuve se déroule sur le site de Tanchette. Et puis les fans de sport automobile seront comblés, je crois. Oui, avec la 4e édition du Rallye Auto des Olonnes. 100 véhicules sont engagés. Rendez-vous dimanche à l'hippodrome de la Malbrande. On va parler d'un sport un peu moins connu, le twirling. Oui, que vous connaissez bien. C'est le championnat régional aux herbiers donc qui se déroule pendant 2 jours. 1200 twirlers des Pays de la Loire seront en compétition pour obtenir leur sélection pour les championnats nationaux. Très bien, puis on termine avec de l'Ultimate Frisbee. Avec les phases finales du championnat de France, ça se passe ce week-end à Fontenay. Les équipes viendront de toute la France et en jeu la montée en D1 et le titre de champion de France. Très bien, merci. Bon courage pour ce week-end. Lundi, vous revenez dans 85 chrono et vos invités, dites-nous tout. Oui, nous accueillerons l'équipe de Ligue 2 féminine de La Roche-sur-Yon avec son entraîneur Emmanuel Baudy. Très bien, alors Delphine, dites-moi, à part le sport, vous aimez la culture, j'espère? Oui. Bon, très bien, et bien sachez qu'il y a également des rendez-vous ce week-end, notamment la nuit des musées samedi en Vendée. Comme ailleurs, certains sites ouvrent donc leurs portes jusqu'à minuit et vous proposent des visites particulière. Je ne vous en dis pas plus. Dans le département, 10 sites vous accueilleront donc samedi soir. Et les passionnés de jardinage ont rendez-vous ce week-end et surtout lundi au Floralie de Nantes. Ce grand salon de la fleur ferme ses portes dimanche. Et lundi, vous pourrez acheter toutes les plantes qui étaient en exposition. La vente est ouverte de 9h30 à 13h, mais ne tardez pas pour vous y rendre. Une question à présent. Saviez-vous ce qu'on fêtait ce vendredi? Eh bien, c'était la Saint-Honoré, un nom d'autant plus important que Saint-Honoré est le patron des boulangers jusqu'à demain samedi. C'est d'ailleurs la fête du pain. Ce vendredi, les petits de Luçon ont d'ailleurs découvert cet aliment qu'ils connaissent bien. Reportage de Carl Laboureux. Est-ce que vous voulez devenir boulanger? Ils sont peut-être encore un peu jeunes pour savoir ce qu'ils feront plus tard, mais ce matin, en tout cas, ces enfants de 2 à 5 ans vont découvrir la fabrication du pain. Mais dites-nous, dans le pain, qu'est-ce que l'on met? Tu mets du beurre, toi? Et non pas du beurre, mais de la farine, de l'eau, du sel et de la levure, des ingrédients qui, mélangés, donnent une pâte que les enfants vont maintenant travailler. Faire du pain tout en s'amusant, c'est donc de façon ludique que la Fédération vendéenne de la boulangerie a souhaité participer à la semaine du pain, dont l'objectif est avant tout de promouvoir ce produit, mais plus largement aussi les bons produits. On leur fait goûter du pain de tradition, on leur fait toucher la farine, toucher la levure, respirer la levure, toucher le sel. On prend le blé jusqu'à la farine et de la farine jusqu'au pain. Et on cuit les petits pains et chaque enfant repart avec un petit pain et repart avec les souvenirs d'avoir touché et d'avoir goûté différents produits. Des souvenirs qui susciteront peut-être des vocations dans quelques années, c'est aussi l'objectif de l'opération. C'est aussi une façon d'attirer les jeunes vers notre métier, en montrant l'étendue vaste de notre métier. Ça va bien sûr jusqu'à la pâtisserie et à la viennoiserie, mais déjà rien que le pain, quand on a une carte de pain chez un boulanger maintenant, c'est une carte de plaisir. Boulanger, c'est un métier, un message que la Fédération vendéenne souhaite faire passer, un message que les enfants ont en tout cas bien retenu. Boulanger, c'est effectivement un métier. Notez que demain matin, samedi, les grands aussi pourront découvrir le pain sous toutes ses formes, notamment à Luçon. Et on termine avec une très bonne nouvelle. Ce week-end sera presque estival. Le soleil s'installera sur toute la Vendée pour ces 2 prochains jours, avec des températures atteignant jusqu'à 24 degrés dimanche. Et profitez-en, puisque le mauvais temps pourrait bien revenir dès lundi. D'ici là, attention aux coups de soleil et protégez-vous. Et c'est sur ce dernier conseil que se termine ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. J'ai été ravie de passer cette semaine en votre compagnie. Lundi, vous retrouvez Caroline Tronche pour une nouvelle semaine d'actualité. D'ici là, très beau week-end à tous.